À l'époque où on m'avait offert la PS4 avec Fallout 4, on m'avait aussi offert Uncharted 4. Bienvenue dans ce test d'Uncharted 4, le dernier chapitre des aventures de Nathan Drake. Clairement un des jeux les plus marquants de la PS4, mais une question reste, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou juste un gros blockbuster bien réalisé? Eh ben c'était Hollywood, hein. Uncharted 4 c'était avant tout une aventure, un mélange d'explosions, d'escalades, d'énigmes, beaucoup de gunfight. Le tout dans une mise en scène digne d'un film, clairement c'est sa plus grande force. Le jeu te faisait vivre une aventure, une histoire magnifique, pas juste jouer. Le gameplay plus que classique, mais plus que maîtrisé. Le gameplay reprenait toutes les bases de la série, escalade, exploration, combat, infiltration, rien de révolutionnaire, mais tout ça est parfaitement exécuté. Déplacement plus que fluide, combat dynamique, phase d'infiltration qui apporte tellement de variété. L'exploration justement, le level design, c'était pour moi la grosse amélioration de cet épisode. Enfin des zones ouvertes, tu peux explorer davantage, enfin chercher des trésors, enfin différents chemins, plus de liberté que dans les anciens Uncharted, même si on reste sur quelque chose de guidé et ça me dérange pas, je préfère un bon jeu couloir comme ça qu'un jeu mal fait. La mise en scène c'était clairement une masterclass, tout le monde est d'accord, cinématique, transition, dialogue, tout est fluide, naturel, c'est plus l'impression de jouer dans un film. La plupart des scènes sont juste incroyables, Nathan Drake est toujours aussi charismatique, les personnages sont si bien écrits. Ce qui marque ici, c'est l'écriture, cette relation entre personnages qui est vraiment profonde, humaine, on sent que c'est la fin d'une aventure, ça fonctionne tellement, et les graphismes, faut qu'on en parle, c'était tellement une claque pour l'époque, visuellement c'est tellement impressionnant, même aujourd'hui, ces environnements sont tellement détaillés, ces animations sont tellement réalistes, et les expressions faciales sont juste incroyables, c'était clairement, vraiment clairement, une vitrine technique de la PS4. Cette bande son, cette musique est excellente. Les musiques qui accompagnent parfaitement l'aventure, le doublage de très haut niveau. Franchement, il y a quelques défauts, mais malgré ça, le jeu n'est pas complètement parfait, hein. Gameplay complètement classique, pas d'innovation, certaines phases un peu longues, un jeu très scripté, tu suis une histoire, hein, t'as pas vraiment de liberté. En fait, c'est un excellent jeu. Une mise en scène incroyable, des personnages bien écrits, des graphismes impressionnants, une aventure immersive, mais par contre c'est un gameplay vraiment pas innovant, très linéaire, aucune rejouabilité je trouve. Moi une fois que tu l'as fait une fois, je vois pas l'intérêt d'aller justement le refaire. Parce que honnêtement certains le referont, moi j'ai pas vu l'intérêt. Par contre le petit mode online, je me souviens à l'époque, c'était un peu mal fait, il y avait beaucoup de cheats, mais ça pouvait permettre de passer un peu le temps. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, sans hésiter. C'est une expérience à faire au moins une fois si tu ne l'as jamais fait. C'est pas une révolution, mais c'est un jeu qui dure moins de 20 heures. Franchement, extrêmement maîtrisé. Une conclusion parfaite pour la saga. Même si t'as pas fait les 3 autres, moi j'avais fait que le 2 et le 3, j'ai pas fait le 1. Tu fais le 4, franchement direct, et tu vas kiffer. Est-ce que t'as adoré? Est-ce que t'as trouvé ça surcoté? Dis-le moi en commentaire, like, abonne-toi, on se retrouve pour le prochain test. Est-ce que Fury c'est un chef-d'œuvre ou juste un jeu frustrant? Bienvenue dans mon test de Fury, un jeu sorti en 2016 sur PS4 puis sur Switch et qui a marqué pas mal de joueurs avec son style unique. Un mélange de boss rush, de bullet hell et de combat au corps à corps, le tout avec une direction artistique ultra stylée. Mais est-ce que Fury est un chef-d'œuvre ou un jeu injustement difficile? Moi j'y avais beaucoup joué, hein, vraiment en 2016 quand il venait de sortir, à un moment il a été gratuit sur le PSN et je y ai beaucoup joué. Et le concept de Fury, pour ceux qui débarquent, un boss rush pur et dur. Fury c'est simple, pas de map ouvert, pas de quête secondaire, pas de remplissage, tu enchaînes seulement des boss et c'est tout. Chaque combat, un duel intense contre un gardien. Et chaque combat, tu as des phases de marche très calmes, presque contemplatives, un contraste total avec l'action. Ce gameplay précis, exigeant, sans pitié. Ce gameplay c'est vraiment le cœur du jeu. Et là clairement Fury, bah il rigole pas du tout. Tu dois maîtriser les esquives, les parades, les tirs à distance, le corps à corps. Chaque boss est un test de skill. Le jeu ne te fait aucun cadeau. Tu meurs souvent, très souvent, et à chaque mort tu vas comprendre pourquoi. Et tu progresses. C'est du pur die and retry. Ces combats intenses et mémorables. Chaque boss a plusieurs phases, des patterns différents, des mécaniques uniques et surtout une identité propre. Tu ne combats jamais 2 fois la même chose. Certains affrontements sont vraiment marquants. Le jeu te pousse à apprendre, t'adapter, rester concentré en permanence. Et en plus de ça, comme tu le vois là sur l'écran, il est vraiment magnifique. Il doit plus coûter si cher. Sur Switch, en plus, très abordable, hein, parce que pour des petites sessions ou pour s'entraîner un petit peu, eh ben, je pense que sur Switch, c'est extrêmement sympa. Si je le trouve en boîte sur Switch, je n'hésiterai pas à l'acheter. La direction artistique, c'est un style qui marque. Visuellement, Fury est incroyable. Style graphique inspiré de la BD, couleurs vives, design futuriste. Chaque boss est unique, chaque environnement sa propre ambiance, minimaliste, ultra efficace.
Les musiques, c'est une masterclass. On parle d'un des plus gros points forts du jeu. Cette bande-son exceptionnelle, électro, nerveuse, parfaitement synchronisée avec l'action. Chaque combat devient une vraie montée d'adrénaline. C'est simple, la musique fait 50% de l'expérience. Mais Fury n'est pas parfait. Déjà, sa difficulté peut clairement rebuter. Si t'aimes pas recommencer encore et encore, ça va être compliqué, ça va pas te plaire. Ensuite, le jeu est assez court. Une fois terminé, il n'y a pas de contenu supplémentaire, et les phases de marche entre les combats peuvent casser le rythme pour certains joueurs. Vraiment, Fury, en verdict, c'est un jeu complètement à part. En fait, moi je suis tombé dessus vraiment en 2017-18, je pense que j'avais pas la maturité encore pour apprécier ce genre de jeu, ou la maturité, ou la compréhension. Mais avec la vague de jeux indépendants qu'on a eu là, avec les Hollow Knight, les Hades et Cult of the Lamb, qui nous ont fait un peu revoir notre façon d'aimer le jeu vidéo, parce qu'à l'époque, on va dire que j'étais peut-être plus impressionné par Assassin's Creed Odyssey, qui est un jeu excellent, mais comme on l'a vu, cette redondance de monde ouvert a lassé énormément de joueurs. Fury n'était pas parfait, ça c'est sûr, mais en tout cas ce jeu à part, avec ce gameplay ultra précis, ces combats mémorables, cette direction artistique marquante, cette bande son exceptionnelle, et ça laisse des souvenirs très différents et c'est très agréable à jouer, vraiment c'est très différent, mais je pense que si vous êtes là, vous êtes plutôt rodé sur les jeux vidéo un peu perchés, hein, on en a vu énormément sur cette chaîne, de Felvidek à Balatro, à vraiment, on a fait le tour de tous les jeux un peu chelous, là les gros défauts, trop difficiles, peu de contenu et c'est pas pour tout le monde. Alors est-ce que ça vaut le coup ? Oui, ça vaut le coup, mais seulement si t'aimes les défis. Fury, c'est pas un jeu casual, c'est un jeu qui demande patience, concentration et persévérance. Au final, c'est une expérience intense, unique et ultra stylée, mais clairement pas pour tout le monde. Et là où on dit casual, je mettrais un petit veto là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a plein de jeux qui ne sont pas forcément casual, et moi, entre guillemets, j'étais un hardcore gamer, mais je suis en train de devenir un joueur casual, c'est-à-dire un joueur qui va ne plus jouer 2 heures par jour, mais qui va jouer 3 à 4 heures par semaine. Et pour des petites séances, moi, je peux faire un jeu comme Fury en mode 2 heures, voilà, par semaine. Ça peut être très agréable. Donc, à vous de voir. Au final, c'est une expérience unique, intense, très stylée, pas pour tout le monde. Et toi ? Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as réussi à finir Fury ou est-ce que tu fais partie de ceux qui ont rage quit, je crois que j'ai rage quit au 2e ou 3e boss. Dis-le moi en commentaire, like, abonne-toi et on se retrouve pour le prochain test. Tu sais, il y a des jeux qui te prennent pas par la main, pas de tutoriel qui t'explique comment tenir une épée, pas de PNJ qui t'appelle « s'il te plaît l'élu, viens sauver le monde ». Non, Bannerlord te regarde droit dans les yeux, souffle froid et te dit « t'es personne, débrouille-toi ». Et c'est là que tout commence, c'est l'ascension du rien. Tu spawns avec 3 bouts de tissu, un cheval boiteux, un rêve complètement stupide, devenir roi. Oui, littéralement roi, comme Simba. Pas héros, pas mercenaire, roi. Le genre de truc dans la vraie vie, tu arriveras pas. T'as 999% de chance de pas réussir. Mais là, on parle de Calradia. Un jeu où tout est possible tant que t'es prêt à saigner, brûler, perdre, recommencer, retourner, saigner. L'histoire, ton histoire, et c'est là la première magie de Bannerlord. Y a pas d'histoire. C'est toi l'histoire. Tu veux devenir le chef d'une tribu de pillards Kuzaïtes ? Tu peux. Tu veux devenir le marchand pacifiste et dominer l'économie ? Oui, c'est totalement variable. Tu veux capturer les rois, détruire des empires, faire tomber des nations entières ? C'est pas seulement possible, c'est encouragé. C'est un jeu bac à sable médiéval où chaque action laisse une trace sur le monde et ce gameplay, surtout sur PS5. Soyons honnêtes, la version PC qui existe depuis 1843, la version PS5 arrive avec quelques compromis, mais c'est enfin jouable confortablement dans son salon, les batailles massives qui tiennent la route, les sièges toujours aussi épiques, même si parfois l'IA a un peu l'intelligence d'un pigeon dépressif. L'interface, toujours bon. C'est comme essayer de faire du jogging avec des patates chaudes. Faut s'habituer, mais le plaisir est vraiment là. Changer avec ta cavalerie dans une armée en criant IRL, ça n'a vraiment pas de prix. Et parlons de ces combats. On sent le poids, la vitesse, on sent quand tu rates. C'est pas un hack and slash un peu bête. C'est un duel technique, timing, lecture du mouvement. Tu peux perdre contre un paysan. Et ça fait mal dans ton âme. Ce monde vivant, impitoyable et sans pitié. Comparé à Skyrim, ici t'es pas le héros. Comparé à Total War, t'es sur le champ de bataille, t'es pas derrière une caméra. Et comparé à Kingdom Come Deliverance, ici tu construis une dynastie. Le monde existe sans toi, et ça c'est assez impressionnant. Les nobles s'allient, se trahissent, se marient, prennent des forteresses, perdent des guerres. Tu peux littéralement rater un moment historique si tu n'es pas là. Et ça donne l'impression d'être un grain de poussière dans une tempête d'acier. Jusqu'au jour où
c'est toi la tempête. Le moment cinématique, c'est le déclic. C'est tu viens de ton cheval boiteux du début, maintenant tu chevauches à la tête de 100 cavaliers bardés d'acier. Ta bannière flotte au vent, tu hurles ton ordre, chargez, et la terre tremble. À ce moment-là, tu te dis, ok, je suis peut-être devenu quelqu'un. Bon, faut que je te parle quand même un peu de ses défauts, parce que c'est important. Il y a cette IA un petit peu stupide. Le grind, qui peut être long, très long le grind, je te jure. La politique du royaume, c'est comprendre un tableur Excel, mais en latin. Mais si tu restes, si tu apprends, si tu observes, ce jeu va finir par récompenser chaque effort comme aucun autre. Conclusion, pour qui est ce jeu ? Si tu veux être nourri à la cuillère, ce jeu n'est pas pour toi. Si tu veux de l'action immédiate, passe ton chemin. Si tu veux construire, ressentir, grandir, perdre, recommencer, dominer, alors bienvenue parmi nous, Calradia t'attend. Franchement, c'est vraiment très très cool. J'ai découvert ce jeu grâce à Okai, et au même titre que j'ai découvert Kenshi grâce à lui et que vous avez adoré Kenshi sur ma chaîne, et bah, Fear and Hunger, vous avez aussi adoré, dédicace à tous ceux qui me suivent pour Fear and Hunger en ce moment, et du coup, Moonteblade Bannerlord 2, c'est incroyable. Je ferai peut-être des vidéos de ma partie quand elle aura avancé. Force à tous, je suis fatigué. N'hésitez pas à mettre le prochain jeu que vous voulez voir en commentaire, sachant qu'on a déjà vu plus de 600 jeux sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller les regarder, il y a tout, hein, du jeu rétro, du MMORPG, du très récent, du pas encore sorti, donc allez voir tout ça. Merci à tous de me suivre depuis aussi longtemps, à très vite. Au moins je n'aurais pas attendu tous ces siècles pour rien. Le voilà enfin celui qui va libérer notre jeune roi de l'éternel tourment. Je me présente, je suis Merlin l'Enchanteur. Suis-moi, jeune chevalier, laisse-moi t'expliquer. Imagine un jeu vidéo inspiré d'un parc d'attractions. Non, attends, c'est pas juste un parc, c'est le Puy du Fou. Vikings, chevaliers, gladiateurs, machine à remonter le temps culturel, et tu te dis pourquoi pas. C'est là que le Puy du Fou PS4 débarque. C'est un croisement inattendu entre un Assassin's Creed et un spectacle de fin d'année chelou. Et tu sais quoi, ce jeu est une anomalie, une relique, un ovni, et je vais te dire pourquoi, c'est fascinant, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Le gameplay, c'est vraiment un tour de manège vidéoludique. Le Puy du Fou sur PS4, c'est pas un beat'em all, c'est pas un RPG, c'est même pas un jeu de gestion. C'est une collection d'expériences narratives, interactives, vaguement éducatives. T'incarnes plusieurs personnages historiques de différentes époques, dans des séquences qui flirtent avec le Walking Simulator. Quelques QTE et parfois un soupçon de mini-jeu façon Wii Party, mais avec des casques de chevaliers. Chaque tableau est inspiré d'un spectacle réel du parc. Tu revis la légende du Clovis, les invasions vikings, ou encore le destin tragique d'un jeune poilu 14-18. Sur le papier, c'est ambitieux. Dans la manette, c'est un peu raide, parfois touchant, souvent curieux. L'histoire, le jeu t'enseigne, ou il essaye en tout cas. Le scénario, c'est un patchwork de récits historiques. T'as pas vraiment de trame principale, t'as plutôt un best-of, des moments forts des spectacles vivants du Puy du Fou. C'est un peu comme si tu regardais Secret d'Histoire. Mais c'est toi le personnage principal. Et attention, car le jeu essaye vraiment de t'émouvoir. Musique épique, voix off solennelle, et mise en scène digne d'un téléfilm de France 3 tourné au ralenti. La technique, c'est le problème. C'est une pièce de théâtre figée dans le temps. Graphiquement, on est plus proche de la PS3 que de la PS4, soyons honnêtes. Animation rigide, visage figé, mais bizarrement, on s'y attache. Il y a un charme désuet, comme une manette de train un peu bancale que ton tonton te montre fièrement, une maquette plutôt. C'est pas parfait, mais c'est sincère. Et niveau gameplay, disons que ça se laisse jouer. Tu vas pas passer 40 heures dessus, c'est sûr, mais en 4-5 heures, tu vis un spectacle interactif vraiment unique. Un peu comme si Beyond Two Souls s'était perdu à la ciné-cénie. C'est vraiment unique, il n'y a pas d'autres jeux comme ça. Point. Tu peux chercher. T'as Assassin's Creed qui t'amène dans le passé, oui, mais qui te laisse assassiner aussi la moitié de Paris. Ici, tu regardes, tu marches, tu ressens. C'est lent, c'est contemplatif. C'est quasiment naïf, mais c'est ce qui rend le Puy du Fou sur PS4 aussi unique. Et c'est aussi un des seuls jeux français qui n'a pas peur d'assumer son identité culturelle jusqu'au bout. C'est kitsch, oui, mais c'est aussi une déclaration d'amour au patrimoine. En résumé, est-ce que ça vaut le détour ? Puy du Fou PS4, c'est pas un grand jeu, c'est un ovni, c'est une curiosité, c'est un projet qui aurait pu ne jamais exister. Et rien que pour ça, ça mérite d'être testé, parce qu'il y a quelque chose de profondément sincère derrière ses défauts, et dans un monde vidéoludique souvent formaté, ça, c'est très précieux. Ça fera vraiment plaisir à des enfants qui n'ont pas l'occasion de tester le parc, de pouvoir
le voir en fait à travers l'écran, et puis ça peut vous ramener plein de souvenirs si jamais vous avez fait le parc. Donc très intéressant, et surtout en plus inédit, j'ai entendu personne en parler, j'ai vu une vidéo à peine sur YouTube, je pense que je suis le deuxième, et qu'on est les seuls à avoir parlé de ce jeu un peu étrange, un peu hors du temps, qui est très cool. Honnêtement, je pense l'acheter, hein, il est à 30€ sur le site officiel du Puy du Fou, c'est pas sponsorisé par eux, mais bon, force à tous et à très vite. Un RPG au tour par tour dans un monde gangster avec des invocations de homards géants, des coups spéciaux de businessman et un héros qui cite Dragon Quest comme s'il parlait de la Bible. Non, c'est pas un rêve, c'est Yakuza Like a Dragon. Et ce jeu, c'est une gifle cosmique dans la mâchoire de tout ce que vous pensiez savoir sur le jeu vidéo. Le premier choc vient du gameplay. Si tu viens pour du beat'em up classique, détrompe-toi. Ici, on est dans du RPG tour par tour, oui, t'as bien entendu. Un système à la Final Fantasy avec job, statistiques, tour. Mais dans la rue avec des clodos kamikazes, des businessmen armés de classeurs et des invocations qui n'aurait aucun autre sens dans un jeu autre que celui-là. Et pourtant, ça marche, c'est fun, c'est stratégique et c'est terriblement drôle. L'histoire, maintenant, tu incarnes Ichiban Kazuga, un gars un peu paumé, un yakuza loyal, largué par son clan et abandonné dans le monde. Mais Ichiban, c'est pas juste un voyou, c'est un héros de JRPG dans un monde réaliste, et ça c'est fou. Il voit sa vie comme une quête épique, avec des alliés, des quêtes secondaires farfelues, et des boss en costard-cravate. Et ça fonctionne, ce mec tu t'y attaches, il est touchant, sincère, con comme un balai, mais tu veux qu'il réussisse, tu veux l'accompagner jusqu'au bout. Mais alors, à quoi ça ressemble vraiment? Bah, c'est très bizarre. C'est un mélange entre GTA, Dragon Quest, Shenmue et un peu de South Park. Et tu obtiens ce cocktail, détonnant, bizarrement cohérent, qu'est Yakuza Like a Dragon. Y a rien d'autre qui lui ressemble à part les autres jeux Yakuza. Et encore, graphiquement, Yokohama est superbe. C'est pas du AAA façon Red Dead Redemption 2, mais les rues fourmillent de vie, de couleurs, de personnages tous plus cinglés les uns que les autres, et la mise en scène est complètement folle, parfois ultra sérieuse, presque dramatique, et 30 secondes plus tard, tu files un job de danseur disco à ton tank humain. Ce jeu, c'est un grand écart permanent entre le sérieux et l'absurde, et ça, c'est du génie pur. Et la musique, entre les musiques épiques des combats, les thèmes jazzy de ville, les BO d'invocation qui frisent le ridicule, chaque morceau te plonge dans un univers qui n'a pas peur de se moquer lui-même, tout en t'offrant un spectacle de qualité. En résumé, les points forts, ce système de combat au tour par tour, fun et original, ces personnages tellement attachants, une histoire prenante, vraiment, entre humour débile et drame poignant, l'univers Yakuza, mais sous acide, et ces mini-jeux. Ah, ces mini-jeux, gestion d'entreprise, karting, quiz cinéma. Point faible, c'est que c'est peut-être un peu déroutant pour les fans de l'ancien gameplay. Et quelques longueurs, si on n'est pas fan de dialogue ou de cutscene. Et il faut aimer l'humour, bien sûr, bien japonais. Vraiment, Yakuza Like a Dragon, c'est un pari risqué, qui aurait pu s'écraser comme une pizza froide, mais qui atterrit comme une météorite en plein cœur de ton cœur de joueur. Barré, audacieux, profondément humain, le genre de jeu qui ne se contente pas de te divertir. Il t'embarque, t'émotionne, et te donne envie de recommencer une partie, juste pour voir Ichiban danser en cravate. Bref, une œuvre culte, un ovni vidéoludique à ne pas rater. Et d'ailleurs, j'aimerais bien essayer celui sur les pirates, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Bon, Fallout 4 c'est la zone, littéralement, c'est un monde ouvert en post-apo qui, sur le papier, te vend l'aventure ultime. Et dans les faits, c'est quasiment tout le temps vrai. Tirer avec un fusil laser sur un super mutant dans un parking irradié pendant que tu fais fuir une goule explosive en arrière-plan, c'est un mardi classique dans le Commonwealth. Mon premier platine, ce jeu est incroyable. Mais au niveau de certaines mécaniques, on en est où? Bethesda a repris la formule de Skyrim et l'a saupoudrée avec du Mad Max. On a un VATS, système de tir assisté, toujours présent, mais en temps réel ralenti. Plus fluide, moins cheaté qu'avant, le feeling des armes est vraiment amélioré, et on peut dire que Fallout est quasiment un vrai FPS, ou presque, parce qu'il y a encore une sensation un petit peu molle. Surtout si t'as pas encore looté le bon flingue ou crafté cette mitrailleuse de l'apocalypse. Mais bon, le jeu était incroyable. Quelques points bonus, ce système de création d'armes était incroyable. Le système de création d'armure aussi. Tu pouvais faire des modes de ouf, transformer un pistolet en fusil à pompe à triple canon qui tire des boulons rouillés. C'était très cool, c'était ça Fallout. Et puis il y avait son histoire entre drame familial et politique nucléaire. Là on part sur du sérieux. Le pitch, ton enfant a été enlevé pendant ta cryogénisation. Et tu vas traverser tout Boston dévasté pour le retrouver. Dit comme ça, c'est poignant. Mais Bethesda étant Bethesda, l'émotion s'arrête parfois à la porte du dialogue. Les choix de dialogue à 4 façons, options. Bien, méchant, sarcastique, question. C'est cool, mais ça manquait des fois un peu de nuance. Mais les factions, elles, c'était le vrai sel de l'histoire. Brotherhood of Steel, Institute, Railroad. Vous allez devoir choisir entre la sécurité robotisée ou la liberté humaine. Un peu comme dans un débat Twitter, mais avec des bombes atomiques. Le tout est plutôt bien foutu, même si certains arcs narratifs sentent la redite d'un peu de Fallout 3. La nouveauté de Fallout 4, c'était le système de colonie. Et là, attention,
soit tu deviens le roi du bricolage, soit tu balances tout à la benne et tu continues à démembrer des pillards. Tu peux littéralement recréer une ville entière, poser des murs, gérer la bouffe, l'eau, la défense, mais si t'es là pour l'histoire, ça peut te ralentir. Heureusement, t'es pas obligé, mais c'est une partie du jeu que j'avais vraiment kiffé moi à l'époque. Mon premier platine, j'ai fait les 4 factions, c'était incroyable, hein. Il suffisait de sauvegarder au bon moment et vous pouviez faire tranquillement la quête de votre faction, revenir et puis gérer cette histoire de base et c'était très très cool, j'avais monté la base à fond pour le platine, c'était vraiment sympa, d'ailleurs je suis en train de retrouver un peu ça là avec Palworld, même si c'est un jeu qui a rien à voir mais vraiment très 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 lourd. Mention spéciale à Nick Valentine, un détective synthétique au cœur plus humain que la moitié du casting de Grey's Anatomy, ou encore Piper, la journaliste relou mais adorable, on se souvient de ces personnages, ses compagnons sont vraiment marquants. D'autres, c'était juste des sacs à loot. Mais tous ont leur mini-quête, leur développement, qui te pousse vraiment à t'y attacher, et en plus tu peux avoir une romance, même dans un monde qui sent la cendre. Fallout 3 avait l'ambiance, New Vegas avait l'écriture, Fallout 4 a les explosions. Plus d'action, moins profond sur certains points, mais beaucoup plus accessible. Si vous êtes un puriste de l'ancienne école, vous trouverez ça casualisé. Si vous découvrez la série, c'est le meilleur point d'entrée, ça c'est sûr et certain. Certains préfèrent Fallout 3 pour l'ambiance, personnellement je l'ai pas fait malheureusement. New Vegas avait une écriture incroyable, je reconnais que les personnages de New Vegas étaient extrêmement bien écrits, le jeu était sans doute un petit peu plus dur. Donc ça dépend de votre niveau de joueur, de votre âge. Si vous avez fait Fallout 4, foncez sur New Vegas, je pense que vous passerez un bon moment, mettez tout en difficulté maximum et éclatez-vous. Fallout 4, c'est un jeu qui marche entre deux mondes, le RPG narratif hardcore d'autrefois et le shooter d'aventure grand public, qui trébuche, certes, mais qui offre quand même des dizaines d'heures d'exploration, de loot, de décisions morales et de baston contre des crabes géants, vraiment incroyable. Franchement, ça reste un voyage que je referais avec ou sans combinaison en tirade. Alors, Fallout 4, moi c'était mon premier platine, mais pour toi c'est un chef-d'œuvre sous-estimé ou un RPG édulcoré? Ce qui est sûr c'est que ça a laissé une empreinte radioactive, même une armure assistée ne pourra pas t'en protéger. Imagine un monde où Son Goku affronte Luffy ou un autre monde où les personnages de Yu-Gi-Oh se battraient contre ceux d'Hunter x Hunter. Tout ça pendant que Yusuke Urameshi clope tranquille dans son coin. C'est pas une fanfiction écrite à 3h du mat sur un forum de 2009, c'est G-Star Victory VS Plus sorti en 2015. Ce jeu c'était l'équivalent d'un buffet à volonté pour tous les fans de manga. Tu choisis ton héros, tu cognes, tu cries et tu pries pour que ton pote ne spamme pas Naruto mode Kurama. G-Star, c'est une arène 3D à la sauce Tenkeshi, mais version Battle Royale de Shonen. Les arènes sont vastes, destructibles, parfois magnifiques et parfois horriblement vides. Le système de combat, un mix de combos simples, de transformations stylées et d'attaques ultimes bien trop longues. Mais bon, qui n'a jamais voulu voir Kenshiro exploser Freezer en hurlant Atata? Et pourtant, le gameplay, bien plus qu'explosif, sent parfois le manque de finition. Entre la caméra qui part en freestyle et l'IA qui te regarde sans bouger, t'as parfois l'impression de jouer un épisode filler de Bleach. L'histoire, oublie. C'est pas The Last of Us. Ici, c'est prétexte sur prétexte pour aligner des bastons de rêve. Tournoi dimensionnel, alliance improbable et une aventure sur une map en forme de planète avec des cases comme un Monopoly mal codé. Mais ce qui sauve le truc, c'est le fan service overdose. Des dialogues croisés entre personnages que tu ne verras jamais ensemble dans un animé officiel, genre Medaka qui remet en place Vegeta ou Aral qui poutre Kenshin. De l'or vraiment en barre. Si tu veux un vrai combat de manga, Naruto Storm 4 te propose beaucoup mieux côté mise en scène. Si tu veux du multijoueur arcade, Dragon Ball Tenkaichi 3 fait mieux avec ses 10 000 persos. Mais G-Star c'est un peu autre chose, c'est un peu un fantasme, c'est ton cahier de collège où tu imaginais Light Yagami affronter Bob l'éponge. Et ouais, c'est perfectible, mais vraiment ça ose. Là où Jump Force est vautré en beauté dans un océan d'Unreal Engine 4 mal utilisé, G-Star VS Plus avait du charme, du cœur et des intentions nobles. Et surtout, il était fun, ce qui est quand même l'essentiel sur un jeu de ce style. G-Star Victory VS Plus, c'est un peu comme une vieille VHS retrouvée au grenier. Un peu flou, mais plein de souvenirs. C'est pas le meilleur jeu de baston, mais c'est une lettre d'amour aux otaku qui ont grandi avec Tonami, Game One et les AMV Naruto Linkin Park. À tester, oui. À aimer, ça va dépendre de ton taux de nostalgie et à quel point tu aimes les mangas. À critiquer, bien sûr, mais à oublier, jamais. Si tu veux que je te parle un peu d'autres jeux de ce style, n'hésite pas à mettre un commentaire. Moi j'ai de très bons souvenirs sur ce G-Star justement, Victory VS+, il y a le personnage d'Assassination Classroom, là, le gros jaune, et puis il y a des combats, on peut mettre Yugi aussi, donc je me souviens avoir fait de combats très sympas avec des amis. Malheureusement j'ai peut-être pas assez joué, donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et à mettre le prochain jeu que vous voulez voir sur cette chaîne, si vous voulez voir un prochain jeu, hein, parce que sinon
Bah, on va arrêter le concept tranquillement, je pense que j'ai fait le tour, j'ai fait énormément de jeux, je testerai peut-être quelques nouveaux, à voir, force à tous en tout cas, et à très vite. Londres, 1886, des chevaliers badass avec des pétoires steampunk qui claquent, des loups-garous plus nerveux qu'un modem 56K, et toi, face à l'un des jeux les plus controversés de la PS4, The Order 1886. Spoiler, c'est plus court qu'un speedrun Mario, mais est-ce que ça vaut quand même le coup? Moi j'ai pris énormément de plaisir sur ce jeu, on va voir ça ensemble. Première baffe, c'est sublime. Vraiment. C'est comme un musée interactif où chaque pavé, chaque moustache, chaque particule de fumée a été sculptée avec amour. Mais est-ce que c'est juste un bel emballage? Un petit peu, quand même. Le gameplay est un peu en pilote automatique. Le gameplay, c'est un peu comme être copilote sur Mario Kart à l'époque, tu vois. T'as l'impression de faire des trucs, mais t'es juste là pour accompagner. Les phases de tir sont correctes, mais il n'y a aucun moment de génie. Les QTE tombent plus souvent qu'un serveur le samedi soir. Le jeu te tient la main et ne te lâche jamais. Vraiment, le jeu te lâche jamais et te tient par la main tout le long. La durée de vie, et ça c'est quelque chose qui a vraiment été critiqué, c'est le vrai scandale du jeu. La durée de vie c'est 5 heures. Un marathon Netflix dure plus longtemps. Tu payes un AAA pour une expérience aussi brève qu'un TikTok. Et quand ça commence à devenir intéressant, bam, c'est fini. On dirait que le jeu arrache cuite. La conclusion, et encore c'est une conclusion que je ne partage pas totalement, mais en soi c'est assez réel. The Order 1886, c'est un trailer qui dure trop longtemps. C'est une vitrine technologique incroyable, mais un jeu qui n'a pas vraiment décollé. À faire par curiosité, et à petit prix si vous pouvez, mais je vous conseille vraiment de le faire par curiosité. Parce que, oui, vous préparez-vous à rester sur votre faim. Ça, je suis d'accord. Préparez-vous à rester sur votre faim. Par contre, vous allez voir quelque chose d'assez surprenant. L'un des plus beaux jeux qui a jamais été fait. Des bisous, n'oubliez pas, même les plus beaux jeux peuvent être comme une pinata vide. Mais c'est pas exactement ça. Le jeu, trop court. C'est vrai que 5 heures, c'est extrêmement rapide. Mais c'est 5 heures où vous êtes dans Hollywood. Le souvenir que vous en tirez de ces 5 heures, c'est que c'est 5 heures excellentes. Où vous avez l'impression d'avoir regardé un gros film hollywoodien, comme à l'époque, et vous regardiez ce film sans jamais être lâché par la main. 5 heures où vous allez être pris par la main, certes, mais c'est 5 heures de grand plaisir, où que vous allez vraiment kiffer. Et c'est 5 très belles heures. Donc, est-ce qu'on peut taper sur ce jeu? Non, pour moi non. C'est un jeu qui est extrêmement intéressant, qui est très cool, une belle vitrine technologique. Moi j'ai passé 5 heures, ces 5 heures qui sont passées très vite, qui n'ont l'air que d'une demi-heure. Et je trouve que la plupart des jeux aujourd'hui, on joue 5 heures, on a l'impression d'en avoir passé 10. Là on a un peu un ressenti de Baldur's Gate 3. On se dit c'est trop peu, c'était trop beau. Effectivement Baldur's Gate 3 c'est 120 heures quand même, et on se dit après 120 heures que c'était trop court. Donc c'est pas le même exploit. Mais c'est un jeu vraiment qui mérite d'être fait. C'est un peu un Fast and Furious. Il n'y a pas de grands moments, effectivement. Vous n'allez pas ressortir plus intelligent ou vous dire waouh, mais ce jeu. Mais en tout cas, vous allez passer du plaisir et c'est l'essentiel en fait. Moi, c'est ce que je recherche dans un jeu vidéo. C'est 5 heures, c'est agréable, ça va très vite, c'est très court, c'est baffe sur baffe de visuel. Les moments de gameplay quand même, il y a un moment où on récupère une arme, il y a un moment de gameplay qui est très sympa, qui m'a marqué. Et c'est un jeu que j'ai envie de me refaire et que je trouve très très cool. Alors que c'est un jeu que j'ai dû faire il y a quand même quelques années, il y a peut-être au moins 5 ou 6 ans. Et 5 ou 6 ans après, je pourrais le refaire là, je l'avais fait sur PS4 à l'époque, et je pourrais le refaire sur PS5 là, si je le trouvais à petit prix. Donc franchement, si vous le trouvez un jour à 5 ou 10 euros, achetez-le, foncez. Ouvrez-vous une petite bière ou un petit J en fonction de ce que vous préférez. Vous allez passer un excellent moment sur ce jeu, en tout cas je pense. Abonne-toi, à très vite, et active la cloche, sinon un loup-garou viendra faire des QTE dans ton salon. Salut à toi, pilote en devenir. Aujourd'hui, je veux te parler de Titanfall 2. Ce jeu aurait dû éclater le game, littéralement, mais il s'est fait assassiner par son propre éditeur. C'est un FPS nerveux, des robots géants, une campagne solo qui te met des claques comme un tonton en colère. Accroche-toi, on décolle. Je vais commencer par te parler de ce gameplay, qui te rend vraiment surhumain. Dans Titanfall 2, t'es pas juste un soldat lambda qui rampe comme une limace sous la pluie. Tu cours sur les murs, tu glisses, tu faisais du patinage artistique avec un fusil d'assaut. Et surtout, tu peux appeler un titan du ciel pour tout éclater. Les sensations sont tellement fluides que passer à un autre FPS après, c'est vraiment comme conduire une Twingo après avoir piloté un avion de chasse. Et c'est vraiment ça, allez tester le multi. Je sais pas s'il y a encore des gens qui y jouent, mais le multi est incroyable. Et il n'y a pas que le multi, il y a aussi une campagne solo qui te brise le cœur et la mâchoire. Qui aurait cru qu'un FPS, pourtant plutôt multi,
aurait une des meilleures campagnes solo jamais faites, au point que je l'ai platiné. C'est un des premiers platines que j'ai eu, je pourrais vous en parler du platine. La relation entre le pilote Jack Cooper et son titan BT-7274, c'est du Iron Giant version badass. Les missions, elles partent dans tous les sens. Voyage temporel, puzzle de plateforme, infiltration, les bastons de robots titanesques qui te font sentir comme dans Pacific Rim, c'est exactement ça. La mission, cause et effet. Un bijou du level design qui te fait sentir comme un roi du monde, un platine hyper accessible, le jeu est vraiment cool. Pourtant le problème, c'est le multi. C'est un joyau qui a été boudé par les dieux du marketing comme le sont mes vidéos. Le multi, c'est l'apogée du fun. Tu te bats à l'échelle humaine, tu grimpes sur les titans adverses pour les démonter à la main, et dès que tu invoques le tien, la partie elle change complètement de dimension. Ça n'a rien à voir au moment où tu tues les titans et au moment où tu es le titan. Ça change vraiment tout. Le problème, IA il l'a lâché. Entre Battlefield 1 et Call of Duty, le jeu n'a jamais eu la lumière qu'il méritait. Pourquoi faut absolument y jouer aujourd'hui? Même si des années après, puisque ça fait déjà un petit bout de temps, Titanfall 2 ça reste un bijou intemporel. Les serveurs sont encore vivants, et ouais un petit peu, et le feeling est toujours aussi incroyable. C'est le genre de jeu qui te rappelle pourquoi tu kiffes les FPS. Pour les moments de pure adrénaline, les instants épiques que seuls les titans qui se mettent des mandales peuvent offrir. Ça fait on est un peu sur le jeu Apex, mais avec des titans en plus, et des grappins, et ça change vraiment tout. C'est génial. Pour résumer un peu, qu'est-ce que je voulais vous dire avec tout ça? Le résumé. Titanfall 2, c'est que c'est une masterclass, un peu enterrée vivante que trop peu de gens connaissent. Si tu as jamais joué, fonce. Et si tu l'as déjà fait, relance-le. Et pour la plupart des geeks, on a tous l'impression que tout le monde le connaît, mais regardez autour de vous, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a tous passé de très bonnes heures dessus. On est nombreux à avoir passé de très 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 bonnes heures dessus. Il faudrait peut-être le relancer d'ailleurs, on verra peut-être s'il a pas pris une ride. Laisse un like si tu veux plus de tests pépites, abonne-toi, et sinon BT va débarquer chez toi si ça te chauffe. N'hésite pas à mettre un petit commentaire aussi, et éventuellement à mettre le prochain jeu que tu souhaites voir dans la liste.